Sénat. Pendant des années, le réalisateur belge Hugues Lepage a filmé François Mitterrand. Son documentaire pose la question des relations entre les présidents de la République et les médias. Tout le film, finalement, tout ce film m'a mis dans un état de malaise rétrospectif par rapport à ce que j'ai vécu dans les années 80 et 90, en me disant finalement le deuxième septennat de Mitterrand, ce n'est plus du tout une affaire de politique, c'est plus une affaire de gouvernement de la France, de réforme de la France, ou de etc. etc. C'est uniquement dirigé vers la sculpture de la statue mitterrandienne. Tous les actes de Mitterrand pendant 7 ans, c'est la sculpture de sa statue, l'auto-sculpture de sa statue, et vous y contribuez. Et c'est ça votre malaise, c'est que vous sentez que vous y contribuez, alors que votre but, c'est de faire un reportage journalistique, si j'ai bien compris. C'est pour ça que j'ai ressenti la nécessité d'y revenir 20 ans plus tard, voilà, évidemment. Vous essayez de revenir sur ce malaise que vous avez senti, et ce qui vous a obligé d'ailleurs à personnaliser, c'est-à-dire que vous avez Le Prince et moi. Enfin bon, on va pas faire des films des années 50. Le Prince et moi, c'est que oui, c'est Chaplin, non je sais pas. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Le roi et moi. Enfin bon, des choses comme ça. Mais c'est vraiment vous êtes rentré dans cette personnalisation, ce dialogue permanent, et c'est Mitterrand qui tient les ficelles. Évidemment. Et moi, c'est ça qui m'a, en tant que citoyen, pas seulement commentateur, en tant qu'historien des médias, mais en tant que citoyen, je me suis dit, mais alors, j'ai voté ou j'ai pas voté, c'est pas le problème pour ce monsieur en 88, et finalement, c'était pas pour un homme politique que je votais, c'était pour quelqu'un qui était en train de construire sa propre statue. Moi, ce qui me frappe, parce que moi j'ai suivi Jacques Chirac donc, pendant son quinquennat. Et là, c'est pas la même chose, vraiment? Non, pas du tout. Je pense que c'est une démarche qui est même diamétralement opposée. C'est-à-dire que Chirac est un homme qui n'aime pas tellement se retourner sur son passé, qui n'a pas tant le souci de dresser une image pour l'histoire, et qui s'y plie parce que 40 ans de vie politique, parce que voilà, il a quand même fait beaucoup de choses finalement, et donc la démarche est tout à fait inverse. Ce phénomène de cour, moi je vois bien que vous me disiez un petit peu comment vous l'analysez. D'abord le Belge, quand il voit ça, vous avez un roi chez vous. J'ai toujours dit, si vous voulez, que l'apparat républicain est un apparat, et je veux dire que les règles, le protocole républicain est beaucoup plus rigide que le protocole d'une monarchie. Vous êtes plus décontracté en Belgique vis-à-vis de ces questions-là que nous en France. Il se fait aussi qu'en Belgique, le roi n'a pas les pouvoirs que le président a en France. Ce n'est pas du tout la même chose. Paradoxalement. Oui, mais c'est vrai que l'apparat, le protocole républicain est quelque chose qui m'a frappé la première fois où je suis rentré à l'Élysée. Et sur ces 3 ans auxquels pour y avoir travaillé pendant 1 an, je peux vous confirmer ça. On a quelque chose d'excessivement lourd, tout à coup, qui vous tombe sur les épaules, non pas par la fonction, par cette ambiance monarchique, par le fait d'être conseiller ministre et que vous êtes duc d'un royaume hyper puissant. Enfin, cette dimension monarchique, elle est pesante à tout moment. Au moment où on vous dit que choisissez votre carrosse, choisissez vos conseillers, choisissez vos chauffeurs ou vos palefreniers. Enfin, il y a quelque chose d'excessivement lourd et un peu difficile à vivre. On peut rentrer assez décomplexé vis-à-vis de ces questions-là. On arrive à l'Élysée et très vite ça vous rattrape. La première semaine est hallucinante. Ah oui. Hallucinante, c'est-à-dire vous êtes un père du royaume, c'est quelque chose de très lourd. Je ne crois pas que ça ait beaucoup changé depuis Louis XVIII. On vous met des chauffeurs à disposition si vous n'en voulez pas, on proteste, etc. Enfin, on vous traite de manière assez extravagante. Et moi, je suis même assez choqué. Enfin, je raconterai peut-être un jour. Et je pense que la France devrait avoir des ministres qui prennent le métro et devenir une démocratie à l'allemande. Je pense que ça lui ferait. On a à chaque début de quinquennat. On le redit à chaque fois. C'est un grand classique. C'est un grand classique. Sauf que qui arrive en 2 chevaux. Sauf que pour l'avoir vécu, on aimerait bien être un peu plus belge ou un peu plus allemand, et je pense que ça ferait du bien. Vous, quand vous suiviez Chirac, puisque vous ne suiviez que Chirac pour le monde, vous passiez votre temps à ça, quand même, oui, c'était votre boulot. Absolument, en France et à l'étranger. Alors, est-ce que vous aviez la même fascination pour l'homme que peut l'avoir la presse quand elle suit Mitterrand, ou peut-être aujourd'hui Sarkozy? Alors, je ne peux pas faire de comparaison puisque je n'ai pas suivi Mitterrand, mais je pense que le rapport est beaucoup moins dans la séduction. Moi, j'ai suivi la dernière partie de la vie politique de Jacques Chirac, donc le quinquennat, et il s'est éloigné de plus en plus de la presse.
Il s'en est méfié de plus en plus. Il l'a perçu comme hostile. Comme hostile, oui, comme hostile. Et puis, la parole était extraordinairement maîtrisée. C'est-à-dire que on avait à notre disposition, finalement, que les discours et les apparitions publiques. Il y avait plus ces moments de proximité, d'intimité avec lui, de privilégié. En 5 ans, il y a eu peut-être un briefing au moment du référendum, dont il sentait bien qu'il était perdu, le référendum sur l'Europe, et où il fallait expliquer les choses et inlassablement essayer de rattraper cette catastrophe qui était en train de Mais sinon, ça passait pas par lui, ça passait par ses conseillers, par son entourage. Les conseillers, très mais peu. Pas par lui. Je vais vous dire, les véritables infos, on les avait en dehors de l'Élysée, par ses proches. Mais pourquoi cet éloignement Parce que... Cet éloignement, je pense que... C'est sa fille, c'est Villepin Alors, Claude Chirac, probablement beaucoup. Et il fallait aussi compter avec Bernadette Chirac. Parce qu'on dit toujours que son tempérament est plutôt d'aller vers les gens, de se soucier des journalistes qui le suivent, de savoir s'ils ont bien mangé, bien dormi, etc. Je veux dire le contraire. Je veux dire, moi j'ai connu Chirac comme tous les journalistes, on avait de bonnes relations, mais je crois que j'ai fait un jour un papier dans un journal du Sud où je critiquais le traité de Nice de funeste mémoire. Il vous a appelé? Non, il a essayé de me faire virer. Ah oui. Il a convoqué le patron de Nice Matin, il m'a fait virer d'Europe 1. Ça, on lui a donné ma tête. J'étais éditorialiste. Et les gens de Nice Matin ont tenu bon, mais il l'a convoqué à Brégançon pour avoir ma tête. Alors qu'on était... J'étais pas du tout un ennemi du régime, si je puis dire. J'étais plutôt quelqu'un... Effectivement, j'ai critiqué le traité de Nice parce que je pense qu'on perdait la main face aux Allemands, je le crois encore. Donc les principes soit n'aiment pas trop qu'on les critique. Je dois reconnaître que le PDG de ce journal régional a eu beaucoup de courage, ce que n'ont pas eu d'autres... Alors moi j'ai le témoignage tout à fait inverse. Donc voilà, au Monde, j'ai écrit vraiment des articles très durs sur Chirac, pour lequel on peut d'ailleurs éprouver de l'affection, ça n'est pas contradictoire, mais il n'a jamais essayé de faire quoi que ce soit. Enfin, on sent un petit peu, excusez-moi, mais on sent un petit peu de séduction quand même chez vous. Vous avez été un peu séduite par Chirac. Oui, mais ça ne m'a jamais empêché d'écrire des papiers durs. Les grands fauves de la politique sont tous des grands séducteurs. Tous. Écoutez, Giscard, Chirac, De Gaulle. Giscard et les laitiers. Il ne faut pas le dire parce que la famille De Gaulle ne supporte pas. Quoi, mais les maîtresses du général De Gaulle, enfin bref. Ah non, il n'y en a jamais eu. Ça, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu, voilà. Jamais. Les séductions du général De Gaulle. Vous ne pouvez pas raconter ça, c'est pas possible. Il n'était pas spécialement beau, mais il avait une séduction. Bon. Et tous les uns après les autres, ils ont séduit toute une série de femmes et d'hommes. Mais ça va quoi? Ça tient au pouvoir? Ça tient au pouvoir, ça tient... Ce sont des gens qui sont quand même pas des complètement nuls. Hein. Pour arriver à ce poste-là, il faut avoir aussi quand même un peu d'esprit, d'intelligence, de séduction, de charisme, etc. C'est pas des baudruches qu'on a fabriqués à coups de pilants ou de séguélas. Ce n'est pas que la fonction, ce sont quand même des hommes de qualité, évidemment. En tout cas, ils ont les qualités politiques. Ça ne résume politiques. pas la politique en ce qui concerne Mitterrand. On ne peut pas le résumer à la politique, c'est autre chose. Il y a toute la culture autour. C'est agréable de passer du temps avec Mitterrand. Oui, je pense, oui. Mais si vous voulez, ce que ça pose comme problème, alors pas pour Gina Lollobrigida, mais pour les journalistes ou les réalisateurs ou ceux qui tentent de rendre compte du personnage, c'est justement de tenter de se protéger de cette séduction auquel on n'échappe pas toujours. Vous charriez un petit peu, mais on n'y échappe pas complètement. Non, c'est ce que je dis. On mais même à vous, vous qui avez suivi Chirac, on n'y échappe pas. On est forcément à un moment donné dans ce rapport-là. Tout à fait. Oui, non, on est à un moment donné dans ce rapport-là, c'est très clair. Mais c'est pour ça que moi je crois, in fine, je pense qu'il n'est pas possible de filmer le pouvoir de près. Le gros obstacle de la personnalisation de la Ve République, c'est qu'il y a personnalisation de l'autre côté de la part des journalistes qui se sentent investis personnellement d'une mission à contrecarrer ou à séduire, ou etc. Alors qu'il faudrait se réfugier dans la collectivité rédactionnelle, qui fait la force du journaliste. C'est pas l'individu qui fait la force du journaliste, c'est la collectivité rédactionnelle. C'est très théorique. Dans ce très beau livre de Malraux qui s'appelle Les chaînes qu'on abat, il raconte la seule et la dernière visite à De Gaulle à Colombey, peu de temps avant sa mort. De Gaulle recevait personne. Et en fait, il dit, avec l'homme d'histoire, il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire que l'homme d'histoire se laisse observer, il n'y a pas de dialogue. C'est Malraux qui l'écrit, moi je l'ai constaté. Finalement, on était là, vous pour le filmer, moi avec ma caméra stylo, etc. Chacun est dans son intérêt.
Hein, Ça, de toute manière. moi, je crois que ça m'a rendu écrivain. Je veux dire, voilà, j'ai trouvé mon intérêt. Mais il n'y a pas de dialogue. Et je crois que cette phrase de Malraux m'a beaucoup marqué. En fait. J'ai l'impression, c'est mon analyse, qui vaut pas grand-chose, c'est la mienne, qu'il y a deux hommes à part, qui sont De Gaulle et qui sont Mitterrand. J'ai l'impression qu'ils sortent un petit peu différemment du lot. Sous réserve de ce que nous fera Sarkozy dans les années qui viennent, je ne sais pas, mais j'ai l'impression. Est-ce que c'est une impression que vous partagez? Est-ce que vous avez l'impression que ces hommes-là, dans la façon, le soin qu'ils ont mis à soigner leur image, dans le soin qu'ils ont mis à soigner leur postérité aussi, est-ce qu'ils sont différents des autres? Là, je reste un peu avec ma question. Vous savez, dans le film de Robert Guédiguian, d'après mon... Il fait dire à Mitterrand cette phrase que, répète, je ne sais pas si Béatrice Guret sera d'accord, mais je suis le dernier des grands présidents. C'était pas la mégalomanie. Je crois que... Il dit après, il n'y aura que des comptables. Après, il n'y aura que des comptables. Je crois que l'entrée dans l'Europe, véritablement, c'est-à-dire l'euro, etc., l'amoindrissement du rôle des nations, la fin de la génération de la guerre, tout ça va transformer, fait que effectivement on est des gens qui ont de moindre stature. Je crois qu'on était vers deux ennemis jurés, De Gaulle et Mitterrand. Mais est-ce que vous les mettez un petit peu à part? Personnellement, oui, mais Mitterrand sculpte sa statue en miroir de celle du général de Gaulle. Absolument. Il s'est fait contre lui. Parce que De Gaulle, c'était l'incontournable. Jusque dans l'image qui veut laisser du fait lui, de sa ça. stature des années 40, avant tout, bien plus que de ce président de la Sacrée République. Mais bon, il a la stature universelle et historique. Et Mitterrand sculpte la sienne en fonction de celle du général de Gaulle en miroir. Est-ce que Jacques Chirac avait le même souci de la postérité? Il l'a eu inévitablement. Avec son musée des Arts Premiers, mais... Oui, bien sûr, mais... Il a fait moins de choses que d'autres, il on va écrit dire. ses mémoires un peu contre son gré, semble-t-il. Mais évidemment, il a aussi ce souci-là. Moi, la vraie rupture, me semble-t-il, elle se produit avec Nicolas Sarkozy, où la fonction présidentielle est complètement désacralisée, au fond. Et où on a un personnage qui se veut proche des Français, vous disiez, mais qui est dans l'immédiateté, qui a cassé les dans... codes. Enfin, est-ce que vous Parce que les imaginez... Français, en fait, ont envie d'avoir un roi. Ça, vous dites. Non, mais est-ce que vous imaginez quelconque des présidents que nous avons cités dire « casse-toi, pauvre con » au salon de l'agriculture à quelqu'un qui passe ?